Bonjour Soumeilou Boubèye-Maïga. Oui, bonjour. Le groupe État islamique attribue l'attaque d'Inates à l'ISWAP, l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'est une revendication qui vous surprend? Pas du tout. Quand on observe les actions qui se sont déroulées ces derniers temps, c'est que l'État islamique a accru sa mobilité, son pouvoir et son accès aux ressources dans cette région, parce qu'il contrôle quand même pratiquement toutes les ressources prélevées sur les trafics de poissons, de charbon et d'autres produits comme les flux migratoires depuis la région du lac Tchad. Est-ce qu'Inates fait partie des zones dans lesquelles l'État islamique en Afrique de l'Ouest est particulièrement bien implanté? Oui. On a vu depuis le mois de septembre une recrudescence des attaques dans la région de Tillabéri. Et on a vu que dans sa politique de purge de ces espaces qu'il essaie de contrôler, l'État islamique s'en est pris non seulement aux forces gouvernementales, mais même aux leaders sociaux comme les chefs religieux, les chefs de village, qui peuvent faire obstacle à sa propagande. Et le désengagement des forces qui relèvent du G5 dans cette zone était dans un processus de réarticulation. Ce désengagement-là a créé aussi une sorte de vacuum dont ils ont pu profiter. Est-ce que selon vous, l'État islamique en Afrique de l'Ouest a pu agir seul dans cette attaque d'Inates? D'une manière générale, ce qu'on observe quand même, c'est que même quand les attaques sont revendiquées par tel ou tel groupe, ils se font en alliance entre les principales organisations, parce que le Sahel, pour le moment, c'est le seul théâtre sur lequel ces organisations coopèrent. Parce qu'ils ne cherchent pas à contrôler les territoires, ils ont des cibles identiques. Ce genre d'alliance a pu opérer lors de l'attaque d'Inates? Quand vous regardez l'importance de l'attaque, la combinaison des armements et tout cela, cela dénote qu'il y a forcément une coalition. Je pense qu'aucun des groupes en particulier n'a les effectifs nécessaires pour opérer une attaque d'une telle envergure. Au moins 71 morts dans l'attaque d'Inates au Niger. Il y avait eu 49 morts à Indelimane côté malien. Le nombre de victimes se compte désormais par dizaines. Comment est-ce que vous expliquez ce changement d'échelle dans les bilans des combats entre groupes djihadistes et forces gouvernementales? Oui, je crois que le changement d'échelle est dû en grande partie au fait que les groupes terroristes se sont renforcés considérablement, non seulement en termes de combattants, en termes de ressources, en termes d'encadrement. Ils reçoivent des renforts de combattants étrangers qui proviennent d'autres fronts. En particulier, on voit bien que la tactique utilisée est semblable à celle qu'on a observée sur le front irako-syrien notamment. La deuxième chose, c'est qu'ils ont pu complètement s'intégrer dans l'économie de la région, dans cet espace-là, en développant de nouvelles routes de trafic, en s'imposant aux populations qui se sont retrouvées précarisées par l'allègement progressif des dispositifs étatiques. Et cette économie de trafic qui est totalement imbriquée dans la logique terroriste, procure des ressources importantes, une importante base de recrutement. Qu'est-ce qui fait, Soumeilou Boubèye-Maïga, que les groupes djihadistes parviennent à augmenter leur recrutement dans les zones dans lesquelles ils opèrent? Ils ont beaucoup de ressources, que ce soit les armes, la drogue, les flux migratoires qui se développent dans cette zone. D'après les estimations qui sont faites, rapportent à peu près 5 millions de dollars par mois, sur lesquels rien que la province ouest-africaine de l'État islamique, c'est-à-dire ISWAP, a des revenus nets de 2 millions de dollars. Et comme dans ces zones, il y a une grande précarité économique notamment, c'est quand même des ressources importantes pour procéder à des recrutements. Est-ce que pour vous, il y a une cohérence dans le choix des localités qui ont été ciblées par ces groupes? Est-ce que vous diriez, comme certains, que les djihadistes creusent une sorte de couloir dans cette zone des 3 frontières dans lesquelles ils essaient de se mouvoir en toute liberté? Quand vous regardez l'évolution de la cartographie des violences au Burkina, elle avait évolué progressivement jusque vers sa frontière avec le Bénin, parce que tous les trafics qui ne pouvaient plus passer par le nord Niger notamment, se sont essayés d'ouvrir un nouveau corridor pour déboucher sur l'est du Mali, ou emprunter le centre du Mali pour longer le fleuve et remonter par Ber, Tombouctou et même Denis notamment. Et parce que je crois que l'interconnexion avec les trafics est fondamentale dans la résilience des groupes. Les trafics ont besoin d'un environnement de violence et de pagaille pour pouvoir prospérer. Soumeilou Boubèye-Maïga, merci. Merci.